Bonjour à tous et toutes et bienvenue à ce webinaire consacré à la formation des assistants médicaux. Nous avons souhaité organiser cet échange sur ce métier émergent pour évoquer ensemble sa genèse, les missions des futurs assistants médicaux. Pour vous, médecins et autres professionnels de santé, quelle sera cette nouvelle façon d'exercer, les bénéfices attendus de ce dispositif et bien entendu, comment se former au métier d'assistant médical dans le respect des exigences du certificateur, puisqu'il s'agit là d'une certification, d'une formation certifiante. Alors, je me présente, moi, je m'appelle Mathieu Mascret-Potier, je suis le responsable pédagogique adjoint de la Bretagne au niveau de l'école du CHEM, et je suis accompagné de Nathalie Monotte, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je suis Nathalie Monotte, je suis référente du CQP assistant médical et de la FAE assistant médical. Donc, je suis là pour accompagner aussi bien les professionnels de santé que les futurs salariés qui vont s'inscrire à la formation. Donc, aussi bien au niveau administratif que financier et vous accompagner dans tout le cursus. Voilà. Merci Nathalie. Nous sommes également accompagnés dans ce webinaire par Amélie Manca, qui est la directrice de l'école des assistants médicaux et qui va prendre en charge vos questions et nous les relayer. Je vais laisser Amélie se présenter. Bonjour à tous, merci Mathieu, merci Nathalie. Bienvenue donc à ce webinaire. C'est moi qui vais recueillir vos questions et les transmettre à Nathalie et Mathieu. Merci Amélie. Nous ferons des pauses au cours de la présentation pour répondre à vos questions justement. Alors n'hésitez pas à nous les soumettre dès à présent via le chat. Nous allons commencer par l'ordre du jour du webinaire, à savoir que nous allons rapidement vous présenter l'école CHEM, le CHEM et son école. Nous évoquerons ensuite le métier d'assistant médical. En troisième partie, nous aborderons la façon de se former à ce nouveau métier. Nous ferons ensuite un focus sur les spécialités de la formation du CHEM pour les assistants médicaux. Nous vous présenterons les modalités d'inscription et de financement de cette formation. Alors tout d'abord, nous allons vous présenter le CHEM, à savoir le Collège des hautes études de médecine. Il faut savoir que le CHEM, donc pour Collège des hautes études en médecine, c'est un organisme de formation qui a été fondé en 1988 à Brest, donc en Bretagne, sur la pointe ouest de la Bretagne. Et cet organisme a été créé à la base par des médecins généralistes avec pour mission initiale la formation continue des médecins généralistes. Alors maintenant, depuis à peu près 10 ans, d'autres professions médicales et paramédicales nous ont rejoints sur la structure, des pharmaciens, des infirmiers diplômés d'État, des kinésithérapeutes, des podologues, etc. Et depuis 2021, la formation des assistants médicaux vient compléter notre offre de formation, cette fois-ci à destination des professionnels de santé. Alors, le CHEM réunit une trentaine de collaborateurs, principalement au siège de Brest, mais également à distance et depuis quelques années avec une antenne qui se trouve sur l'île. Pour vous donner quelques chiffres, et notamment un seul, le CHEM, sur ces 3 dernières années, a formé environ 30 000 professionnels de santé. Alors, vous voyez sur la slide qui s'affiche la répartition de ces 30 000 professionnels de santé, à savoir qu'effectivement, le milieu, en tout cas médical, est très très bien représenté avec des incartades au niveau des professions paramédicales. Il faut savoir également que dans 10 ans, il y a à peu près 80% des médecins généralistes bretons qui ont suivi une formation en CHEM et à peu près 40% des infirmiers diplômés d'État bretons qui également ont pu tout simplement se former dans nos locaux. Et voilà, et donc maintenant, cette fois-ci, nous avons l'école CHEM qui permet aussi d'avoir encore une autre proposition de formation et un autre public qui est visé dans ces formations. Alors, parlons du métier d'assistant médical. On reviendra un petit peu sur son origine, les enjeux du métier, et on vous a mis quelques chiffres. Et on va vous parler aussi notamment du nouveau volume horaire et de la mise à jour de cette formation qui a eu lieu il y a seulement quelques semaines. La jeunesse du métier, c'est que, en fait, le métier d'assistant médical parle de plusieurs constats. Avant tout, il y a la nécessité pour le médecin de retrouver du temps médical à consacrer à ses patients. Par ailleurs, une demande des médecins, généralistes d'ailleurs comme spécialistes, éprouve en fait un vrai besoin d'assistance dans les tâches quotidiennes. Alors des tâches qui sont parfois confiées à leur secrétaire médical, mais il y a des limites et effectivement elles ne sont pas forcément ou pas suffisamment formées pour aider à la réalisation de ces tâches. Également, il y a la problématique liée au manque de praticiens et donc qui impacte de facto l'offre de soins, notamment de façon accrue dans les déserts médicaux.
Les enjeux et la création, en fait, c'est une mesure phare du plan Santé 2022 qui a été créé par le gouvernement. Et il a été fixé lors de ce début du plan de créer, avec un objectif de créer 10 000 postes d'assistants médicaux d'ici la fin d'année 2024. Il faut savoir que cet objectif a été rappelé il y a quelques semaines lors de la dernière annonce de politique générale par le Premier ministre, M. Attal. C'est donc la volonté du gouvernement d'installer ce nouveau métier qui est associé aux besoins manifestes des praticiens et qui ont permis l'aboutissement de ce projet et la création de ce métier. Bien entendu, il était essentiel de définir un périmètre tout autour de ces missions de l'assistant médical. D'une part, pour ne pas empiéter sur les autres métiers réglementés, mais également pour définir le contenu de la formation de ces assistants médicaux et donc garantir que le praticien, que le professionnel de santé ait recours à une personne formée et qualifiée, tout simplement. Nous avons mis un lien également pour aller plus loin. Vous avez en fait l'arrêté du 14 août 2019 qui est le texte de loi par excellence qui régit toute cette formation d'assistant médical, le métier, mais voilà, ça ira un petit peu plus loin. Donc, on vous incite à pouvoir aller consulter cet arrêté sur lesgifrance.gouv.fr qui vous donnera énormément d'informations là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions actuellement à ce stade déjà ? Alors, j'ai quelques questions, mais qui portent sur des points qui vont être abordés un peu plus tard. Très bien, parfait. Merci Amélie. On continue alors, et donc du coup, où en sommes-nous finalement sur la mise en place de ces 10 000 postes? Alors voici quelques chiffres qui sont bien récents, puisque nos chiffres datent donc du 22 janvier 2024 sur le site amélie.fr. À ce jour, il y a environ 6 000 conventions qui ont déjà été signées entre l'assurance maladie et les praticiens, et cela correspond déjà au nombre d'assistants recrutés sur le dispositif. Il faut savoir que la majorité des contrats concernent les praticiens qui exercent en zone sous-dense. Et nous savons également que dans la grande majorité des cas, à peu près 75%, ce sont des médecins généralistes qui ont recours à un assistant médical. Alors pour autant, il y a des spécialistes qui ont recours à un assistant médical, bien évidemment. On peut citer par exemple les cardiologues, les ophtalmologues, les pédiatres, mais également d'autres professionnels de santé spécialisés que vous pouvez voir sur le diagramme de droite. Également, on sait que la majorité des assistants médicaux sont issus du secrétariat médical et donc sont en évolution professionnelle au sein de ce cabinet. Enfin, et un point important que je le rappelle ici, il s'agit de l'obligation de formation. Dans le carré bleu que vous voyez ci-dessous, l'assistante médicale a l'obligation d'obtenir son certificat de qualification professionnelle, donc le diplôme, dans les 3 ans à compter de son entrée en poste en tant qu'assistante médicale. Il faut savoir qu'en fait, voilà, l'idée c'est que, pardon, excusez-moi, on est passé un petit peu vite. Il faut savoir que du coup, cette obligation s'inscrit en fait dans tout simplement la nécessité de formation. Et donc, au jour où elle est embauchée, elle a 3 années, ou il a 3 ans pour pouvoir faire la formation d'assistant médical et donc l'achèvement et l'obtention du CQP pour pouvoir valider définitivement ce poste d'assistante médicale au sein du cabinet. Quelques chiffres qui concernent notre école. Donc, l'école CHEM actuellement a formé près de 184 assistants médicaux et qui sont diplômés ou en attente de certification avec 99% de réussite. Nous avons 142 assistants médicaux en cours de formation qui sont d'ailleurs dispersés sur l'ensemble de la France, sur nos promotions de Brest, de Vannes, de Rennes, de Rouen ou de Lille, entre autres. Et nous avons 17 sessions qui sont terminées ou qui sont en cours sur 6 sites et qui eux-mêmes sont répartis sur 3 régions. Donc, le métier est voué à un bel avenir. Il fait petit à petit sa place et nous sommes fiers en fait déjà de vous avoir comme ambassadeur pour toutes les personnes qui s'intéressent au domaine, qui se sont formées chez nous ou qui ont ce projet. De plus, nous avons la réflexion et nous réfléchissons à d'autres projets, comme notamment la formation continue des assistants médicaux pour qu'une fois le certificat et la formation réalisée, il puisse y avoir cette évolution et cette continuité de formation a posteriori. Tout à l'heure. Oui, exactement. Alors, parlons un petit peu du dispositif d'aide possible en lien avec la CPAM. Alors, suivant certains critères qui sont définis par la Caisse primaire d'assurance maladie, les aides peuvent être apportées aux praticiens des cabinets médicaux pour l'embauche d'un assistant médical. Il existe plusieurs options selon le niveau de financement et d'engagement que le professionnel de santé juge approprié à ses besoins et à son organisation.
Et donc, en ce sens, nous vous invitons, pour avoir une vision très personnalisée de ce projet, à vous rapprocher de votre délégué médical CPM ou à prendre connaissance du lien qui est indiqué sur l'écran, à savoir consulter la dernière publication de l'assurance maladie. En fait, vous pourrez vérifier votre éligibilité, connaître les conditions de patientèle vous permettant de justifier l'embauche d'une assistante médicale et donc pouvoir bénéficier de l'aide à son recrutement. Alors, il faut savoir, et on le souligne encore ici, ce n'est pas une obligation, mais une possibilité. En effet, vous pouvez être libre d'envoyer en formation votre assistante médicale, avec ou sans financement par le COEP, et ça, du coup, ce sera Nathalie qui vous expliquera. Mais a posteriori, dans la vie de tous les jours, votre objectif de convention CPM, vous pouvez l'engager, mais vous n'en êtes pas obligé. Donc, c'est réellement en fait c'est un contrat, voilà, et c'est une vision à avoir avec les personnes concernées. Et on souligne encore, ce n'est pas une obligation. La Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, donc la CPNEFP, en fait, ce sont eux, les créateurs du référentiel métier. Ils sont en fait tout simplement les certificateurs de la formation et c'est eux qui ont régi le référentiel de compétences, qui gèrent les demandes d'entrée en formation et également qui missionnent le jury délivrant le CQP. Donc la CPNEFP est l'entité qui finalement gère et administre et diplôme les assistants médicaux. Ça concerne finalement toute la formation et la validation du certificat. L'assurance maladie, donc Amélie, elle promeut et elle facilite l'installation du métier d'assistant médical en proposant à chacun un dispositif d'aide aux praticiens, tout ce qu'on vient d'expliquer il y a quelques instants. Et donc, chaque cabinet qui s'intéresse à ce projet peut télécharger l'application Amélie ou se renseigner avec les représentants afin de simuler sa prise en charge financière de façon personnalisée. On en a parlé un peu, le dispositif d'aide est versé en fonction d'objectifs. C'est une aide pérenne, il faut aussi également le savoir. Dans ce cadre de contrat, on s'engage sur du long terme et ça permet en fait de financer une partie du poste des assistants médicaux dans le cabinet. Enfin, également, le financement du coup de l'OPCOEP, donc qui est l'opérateur des compétences par rapport aux entreprises de proximité. Eux, ce sont les financeurs de la formation. C'est un dispositif d'aide qui est basé sur un volume horaire dédié aux collaborateurs, justement, qui est placé dans cette formation. Donc, tout simplement, si vous souhaitez obtenir un financement, une aide pour envoyer votre collaborateur en formation, il faut solliciter l'OPCOEP qui est complètement indépendant du coup de solliciter la CPM. On est sur deux demandes et deux dossiers et deux finalement objectifs différents. Alors, ça permet de financer les coûts de formation et les frais pédagogiques. Mais alors, petite précision, l'OPCOEP est en majorité le financeur principal à 90%, mais il peut y avoir d'autres financeurs. L'OPCOEP représente la branche des cabinets médicaux libéraux. Voilà. Mais il peut y avoir aussi d'autres centres qui font appel à d'autres organismes financeurs. On en reparlera tout à l'heure. Hop, pardon, excusez-nous. Voilà, on y arrive. Alors, finalement, quel est le rôle de l'assistante médicale? Il y a trois rôles, et en fait, il y a surtout un objectif prépondérant qui tourne autour de l'assistant médical. Son rôle est avant tout de libérer du temps médical en assistant le praticien, tout simplement. Donc, en fait, l'objectif, c'est de collaborer et donc de permettre en fait d'améliorer l'accès aux soins pour le patient et de réduire les délais de prise en charge, notamment dans les déserts médicaux, mais pas que. Il s'agit aussi de renforcer la qualité et la coordination des soins entre tous les acteurs de santé, toujours finalement au bénéfice du patient. L'assistant médical également travaille en étroite relation avec les institutions, les mutuelles ou tout autre organisme de santé pour la communication des informations administratives. Du côté du patient, finalement, qu'apporte l'assistant médical? Eh bien, avant tout, un temps médical optimal pour le patient, puisque le médecin lui consacre un temps uniquement médical sans être phagocyté par les tâches administratives. Davantage de fluidité dans la prise en charge initiale du fait de l'accueil par l'assistante médicale. Une meilleure gestion de la salle d'attente avec un temps d'attente moins long pour le patient. Et également des délais pour la prise de rendez-vous qui se retrouvent, de ce fait, en fait, qui se retrouvent raccourcis. Et donc, au final, le point essentiel, c'est que cet accès aux soins soit facilité, notamment dans les zones sous-dotées. Donc, par rapport à ce qu'on disait précédemment,
L'objectif de l'assistant médical, il est d'aider le patient à tout point de vue, mais de permettre au praticien finalement de pouvoir exercer encore plus son métier afin de pouvoir niveler un petit peu par le haut les prises en charge des patients. Alors, nous allons maintenant vous présenter un peu plus en détail la formation d'assistant médical. Il faut savoir que la formation est une formation certifiante et qui est reconnue depuis peu au RNCP. Elle inclut donc des épreuves et une validation par un jury issu, comme on le disait précédemment, du CPNEFP des cabinets médicaux. La formation est structurée en 4 parties qu'on appelle des blocs de compétences. Et donc, nous allons présenter ces blocs de compétences et modules et on fera un petit focus également sur les intervenants qui forment les futurs assistants médicaux. Alors, tout d'abord, à qui s'adresse cette formation et quels sont les prérequis? La formation, en fait, elle s'adresse à tout le monde, autant aux professionnels de santé qu'aux secrétaires médicales, qu'aux jeunes diplômés, qu'aux personnes en demande d'emploi. En fait, cette formation, elle a vraiment pour objectif, en fait, de cerner un potentiel et de faire venir des personnes avec un profil qui ont envie d'assister un médecin. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de prérequis. Tout le monde, à ce jour, peut faire cette formation. Par contre, pour l'intégrer, il y a 2 conditions. Le candidat doit impérativement être en poste en tant qu'assistant médical, donc dans un cabinet, au jour de la formation. Ou alors, il est sur le point de passer assistant médical, comme par exemple pour les secrétaires en évolution professionnelle au sein du cabinet. Donc, au jour de la rentrée en formation, il faut être embauché par un cabinet médical. Petite précision, beaucoup nous demandent, c'est ouvert aux demandeurs d'emploi, soit, effectivement, c'est ouvert aux demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, vous pouvez être demandeur d'emploi, mais avec une promesse d'embauche, par exemple, pour le 1er mars, pour le 1er mai, pour le 1er avril, peu importe. Donc oui, c'est ouvert aux demandeurs d'emploi, en attendant d'avoir votre poste et d'intégrer le cabinet médical. Voilà, je tenais à faire cette petite précision. En effet, parce que c'est une précision qui est quand même importante. Voilà, par rapport, effectivement, ce n'est pas cette formation qui est ouverte aux critères, exactement. Donc, au-delà de ce qu'on vient de citer, il faut également être titulaire du baccalauréat ou d'une certification de niveau 4 équivalente, ou alors, pour certains soignants qui seraient en reconversion, un diplôme d'état d'aide-soignant, un diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture ou un diplôme d'état d'infirmier. S'il y a une certification de niveau 4 avec un secrétariat médical, il peut y avoir aussi des adaptations, tout simplement, pour pouvoir faire cette formation qui est possible. Voilà. Ce sont des détails, effectivement, qu'on pourra vous reciter. C'est en fonction de chaque dossier de candidat que nous recevons. Voilà. Alors voilà, on a vu pour qui s'adressait cette formation. Maintenant, en fait, comment elle se déroule? C'est une formation qui est en alternance. C'est-à-dire que le stagiaire est en formation les jeudis et vendredis dans la structure, dans l'école, donc que ce soit à Brest, à Rennes, à Vannes ou dans différents sites de formation. Et le reste de la semaine, donc le lundi, mardi, mercredi, la personne est en poste dans son cabinet médical. D'accord. Donc la formation est vraiment en alternance, 3 jours de pratique au cabinet, et donc au-delà du travail quotidien qu'il y a à faire, il y a cette évolution et ce changement finalement de casquette qui est à réaliser. Et jeudi, vendredi, il y a du coup les cours qui sont dispensés dans la formation. Il y a un nouveau volume horaire. On vous en parlait en introduction. Depuis le 1er janvier 2024, la formation dure environ 6 à 8 mois. À savoir, donc 6 à 8 mois, c'est par rapport si on a la pause estivale ou pas. Dans tous les cas, elle comprend en fait maintenant 266 heures de formation ainsi que 13 heures d'évaluation et qui font un total de 279 heures. La première version de cette formation durait 384 heures. Donc, il y a eu ce changement horaire, mais par contre, les compétences et les objectifs et toutes les missions associées restent inchangées. Donc, on a cette nouvelle version horaire qui nous permet en fait tout simplement de balayer les mêmes champs de compétences avec des modalités pédagogiques qui sont adaptées justement à ce nouveau volume horaire, tout simplement. L'idée étant que les 4 blocs de compétences que je vais vous présenter dans quelques instants sont répartis en 14 modules et donc également que chaque bloc est sanctionné par une évaluation qui vient finalement tout valider et tout fixer tout simplement à un moment T vis-à-vis de l'apprentissage, qu'il soit théorico-pratique ou en cabinet, tout simplement. Voici donc les 4 blocs de compétences de la formation assistants médicaux. Vous le voyez sur la slide,
vous avez la première partie du bloc qui s'appelle suivi du parcours de santé du patient. Le bloc numéro 2, accueil et prise en charge administrative des patients. Le bloc numéro 3, l'hygiène et la qualité. Et le bloc 4, on est sur de l'assistance opérationnelle aux praticiens. Alors, plusieurs choses à savoir. Le référentiel de la formation, il a été élaboré par la CPNEFP, l'organisme certificateur, en collaboration avec la Direction générale de l'offre de soins issue du ministère de la Santé. Nous avons donc au CHEM un programme qui est imposé, que nous devons suivre, mais nous avons cette chance de pouvoir en fait apporter un contenu scientifique qui soit adapté non seulement au référentiel de la formation, mais également aux attendus et aux possibilités de l'assistant médical dans tous les cabinets, dans toutes les possibilités finalement de cabinets qui existent. Et comme il s'agit par ailleurs d'une formation certifiante, il est également essentiel pour nous et pour eux que tous les stagiaires soient formés sur la même base, tout simplement. Voyons maintenant un petit peu le détail de chaque bloc. Vous avez ici une vue d'ensemble avec des 15 modules de formation. Alors, le premier bloc, la première colonne, elle déclinera les examens et les soins courants pratiqués au sein du cabinet médical, les parcours de santé et la coordination, que ce soit pour un patient, pour une structure ou pour finalement un parcours de soins d'un patient type. Il y aura également les politiques de santé publique sur la vaccination et sur les dépistages. Donc la vaccination, finalement, toutes les vaccinations qu'on peut avoir chez l'enfant, mais également à l'âge adulte, et sur les campagnes de dépistage à quelconque âge que ce soit. Les politiques de santé publique également sont mises en avant avec des théories, voilà, enfin, des apports théoriques, pardon, pour pouvoir tout simplement sensibiliser l'assistante médicale à la pratique et finalement à la bonne diffusion de ces politiques de santé publique dans un cabinet. Le deuxième bloc, accueil et prise en charge administrative des patients, qui dure donc cette fois-ci 98 heures, pardon. On parle sera axé sur l'accueil et la prise en charge du patient avec la création et le suivi d'un dossier type, une acquisition et une dispense d'un vocabulaire médical qui est vraiment impératif, voilà, pour tout simplement comprendre, pouvoir expliquer et puis aussi des fois traduire et vulgariser auprès du patient. Il y a également un abord sur le logiciel médical, sur l'utilisation d'un logiciel type ou de quoi est construit un logiciel médical actuellement en 2024. Certains modules également tournent autour de la communication avec les patients, comment finalement mener une relation de confiance avec un vocabulaire adéquat, avec une ouverture dans la politique de communication dans le cabinet. Et également, il y a un module de présentation, de diffusion et en tout cas afin d'intégrer la télémédecine dans les cabinets. Même si la télémédecine n'est pas à première vue déployable à tous les cabinets, l'idée de ce module est que quand même la théorie et en tout cas un maximum d'explications soient données sur ce sujet. Le bloc 3, hygiène et qualité, qui constitue 35 heures de cours, constitue à avoir des apports théoriques aux pratiques sur la gestion du risque contaminant, tout simplement connaître les bactéries, les virus, tous les éléments pathogènes qu'on peut rencontrer dans un cabinet, comment lutter, comment dans le quotidien finalement s'inscrire dans une démarche de prophylaxie en vue du risque contaminant tout simplement. Et également l'identito-vigilance et pharmacovigilance. Donc cette fois-ci, comme son nom l'indique, elles sont largement développées pour que l'assistant médical vraiment soit en maîtrise des sujets de ses futures missions. Le bloc 4, 56 heures, dernier bloc de formation. Ça va permettre à l'assistant médical de mettre en application finalement toutes les notions acquises dans les 3 précédents blocs jusqu'ici. Les stagiaires sont mis en situation professionnelle avec des jeux de rôle, avec des situations professionnelles, avec des scénarios qui sont élaborés par des professionnels de santé. Et donc, l'idée de ce bloc 4, au travers de la FGSU, donc la formation en premier secours, des constantes et mesures, donc l'apprentissage de la réalisation des constantes et mesures, la gestion des stocks, donc pouvoir finalement être autonome et comprendre la logistique d'une gestion de stock dans un cabinet, et l'assistant technique au praticien. L'objectif étant que là, l'assistant est vraiment dans le cœur du métier de la collaboration et d'être un bras droit du médecin, notamment au niveau de la pratique. Et ce bloc, tout simplement, vient un petit peu sanctionner tout ce qui est vu en amont afin de tout mélanger et donc finalement d'être au plus proche de la réalité de terrain. Je vous propose une petite pause question. Est-ce que, Amélie, nous avons des questions qui sont, qui sont adéquates à ce stade de la diffusion?
Oui, j'ai pas mal de questions. Les questions sur les dates de formation, donc ça, on les verra un peu plus tard et elles sont également disponibles sur le site web. J'ai des questions sur les cas de dispense, notamment pour les personnes qui ont été assistantes dentaires. Y a-t-il des dispenses? Il y en a une. Il y en a une. Oui, tout à fait, dans le bloc 2 de mémoire. Hein, C'est la création et le suivi d'un dossier patient. Tout à fait. Effectivement, selon certaines expériences professionnelles en amont, ce dont je vais vous parler, c'est encadré. Effectivement, certains métiers ont des dispenses de cours, notamment des dispenses dans le bloc 2 que vous avez encore actuellement sous les yeux. Donc, pour les assistantes dentaires, de mémoire, nous vérifierons, mais effectivement, il y a la dispense du module que vous voyez en dessous, création et suivi d'un dossier patient. Donc, en effet, sur les premiers rendez-vous, sur les premiers échanges que vous aurez avec le CHEM, il y a des entretiens, et puis nous allons vous demander voilà, votre expérience, et donc, on va mettre en rapport avec la possibilité de dispense, et c'est à ce moment-là que nous posons finalement les choses, afin de cerner finalement si vous pouvez être exempté de tel ou tel module. Alors, pour les assistants dentaires, effectivement, c'est la communication avec les patients. Ça fait partie du bloc 2. Donc, on le voit, c'est le 5e module, quatrième module, pardon, du bloc 2. D'accord. Et il y a la création et suivi d'un dossier patient? Alors, ça fait partie création de suivi d'un dossier patient. Effectivement, les secrétaires médicales peuvent avoir des dispenses sur l'ensemble du bloc 2 à partir du moment où vous avez un titre RNCP où il est bien mentionné le numéro, la nomenclature, donc 324T au jour d'aujourd'hui, et que c'est reconnu. Les dispenses portent sur tout le bloc 2, excepté la télémédecine. Voilà. Très bien. Merci. J'ai également une demande pour accéder à la formation. Faut-il une expérience quelconque ou déjà une formation médicale? Oh, absolument pas. Non, là, absolument pas, parce que alors, il y a beaucoup de personnes effectivement qui s'inscrivent à la formation parce qu'elles sont ou anciennement aides-soignantes ou infirmières, donc il y a des reconversions, il y a des secrétaires médicales, mais on a beaucoup de gens aussi qui viennent d'un tout autre milieu. Je peux vous donner des exemples. Voilà, on a intégré, il y a des cabinets médicaux qui ont embauché des personnes qui, 6 mois avant, étaient encore coiffeuses. D'autres qui étaient dans l'aviation civile. Hein. Donc vraiment, je pense que l'important, c'est que vous soyez aussi motivé, que ça matche bien aussi avec le cabinet médical, que ces personnes soient, donc je disais, motivées, prennent des initiatives. Voilà, je pense que c'est aussi l'essentiel, hein, c'est important, outre le fait que vous soyez ayant un passé avec de secrétaire médical ou de soignant. On le ressouligne ici, vous pouvez venir de n'importe quel horizon et donc ne pas avoir d'expérience dans le milieu paramédical, médical. En revanche, une condition sine qua non, c'est d'être embauché, par contre, au jour de la formation dans un cabinet médical. Mais vous pouvez être embauché jeudi et arriver en formation le vendredi, ce sera OK. Merci. J'ai également une question sur l'accès à la formation pour les personnes étrangères. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où ces personnes sont salariées du cabinet médical, il n'y a aucun souci pour que ces personnes intègrent la formation. Et par ailleurs, j'ai une question sur le dispositif d'aide de la CPM. Est-ce qu'il fonctionne dans le milieu hospitalier? Ce jour, alors, non. Est-ce que quand on entend milieu hospitalier, privé ou public, est-ce qu'on parle du privé ou public et est-ce qu'on parle d'un cabinet privé qui serait au sein d'un hôpital? Oui. Une clinique. Bon. Pas de précision. Pas de précision. Pas de précision. Alors, du coup, on va essayer de répondre des deux manières. Actuellement, la formation d'assistant médical dans l'hôpital public, voilà, actuellement n'est pas inclus. C'est-à-dire qu'en fait, au sein d'un hôpital public, il y a les secrétaires et il y a d'autres professions de santé, des aides-soignants, des infirmiers, etc. Ce qui fait que l'assistance médicale au sein d'un hôpital public n'existe pas actuellement. Il n'y a pas de grille d'ailleurs de ces métiers actuellement dans la santé publique. En revanche, dans le privé,
Dans le privé, on va dire que si on parle d'un milieu hospitalier privé, ça semble tendre sur la même mesure. Par contre, si on parle d'un cabinet privé qui serait au sein d'une clinique et donc qui pratique des consultations, des visions et des visibilités, par exemple un cabinet ORL au sein d'une clinique privée, eh bien oui, là finalement, nous avons uniquement un cabinet privé qui pourrait être dans une rue, mais là qui se trouve dans une clinique. Et là, c'est exactement la même chose, en tout cas sur la formation. Mais en tout cas, si on parle d'une assistante médicale au sein d'un service de soins, là actuellement, d'un CHU ou d'une clinique privée, là actuellement, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. On rencontre beaucoup de cliniques qui hébergent des pôles médicaux, aussi bien, voilà, ça peut être cardio, gynéco, dermato, peu importe, hein, où sont 7 ou 8 médecins et qui font appel, enfin qui nous envoient leurs salariés à la formation d'assistante médicale. Oui, je vous renvoie aussi avec Nathalie sur l'arrêté que j'ai pu citer tout à l'heure du 14 août 2019, un arrêté très complet et donc aussi qui stipule quel type de cabinet, quel type de professionnels et spécialités peuvent prétendre justement à l'aide d'un assistant médical. Un exemple où justement l'assistant médical actuellement n'existe pas et n'est pas reconnu, c'est par exemple les services d'anesthésie-réanimation. Voilà. Il est indiqué sur la CPM, c'est un exemple parmi quelques-uns, mais vous retrouverez ça sur le livre. Voilà. Très bien. Et j'ai également une question. Il est bien clair qu'il faut être en poste pour pouvoir suivre la formation. Est-ce qu'on peut être embauché en CDD et pas forcément en CDI? Oui, bien sûr. Après, il faut que le CDD soit aussi long, voire même plus long que la formation. Il faut que le temps de formation rentre dans la date de début et la date de fin du CDD. Absolument. De l'école. Très bien, merci. Pour les autres questions, je pense que les réponses vont être abordées après. Parfait. Merci Amélie. Je vous parle un petit peu des intervenants. Donc, nous avons environ une quarantaine d'intervenants pour la formation d'assistants médicaux. La formation, elle est assurée par des profils plutôt orientés soignants. Nous avons des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, des infirmiers diplômés d'État, des pharmaciens, des psychologues, mais nous avons également des juristes, des spécialistes du droit de la santé, des informaticiens, ainsi que des médecins et des assistants médicaux en formation et en fonction qui viennent nous aider en tout cas et témoigner, ainsi que des représentants de la CPAM. Alors, le CHEM a souhaité que les intervenants soient impérativement experts du contenu proposé, et donc chaque formateur reçoit une fiche programme qui est sa feuille de route, et cette fiche programme est extraite du programme de formation du certificateur, et donc le formateur va construire sa formation sur cette base en y apportant son expertise et surtout son expérience opérationnelle. Et c'est vraiment sur ce dernier point qui me paraît essentiel dans la formation, c'est d'avoir des intervenants formateurs qui sont actuels et qui sont surtout encore praticiens. L'objectif étant vraiment d'être le plus adapté, d'être le plus précis et donc finalement d'être le plus pertinent au quotidien. Alors, on va pouvoir vous parler un petit peu de la formation d'adaptation à l'emploi, donc la FAE. C'est une petite, non pas petite, mais c'est une formation qui est un petit peu à côté de celle qu'on vient de parler jusqu'ici, donc le CQP, la certification qualification professionnelle. La FAE, en fait, elle s'adresse aux aides-soignants, aux auxiliaires de puériculture et aux infirmiers qui sont en reconversion et donc qui sont en poste dans un cabinet médical et qui sont diplômés dans les métiers que je viens de citer. Par les expériences de ces trois métiers, ils ont un socle très approfondi de connaissances et qui répond déjà finalement à l'ensemble du bloc 1, du bloc 3 et du bloc 4. Ce qui fait que cette formation, en fait, va être une formation qui va durer 3 mois, donc environ 112 heures de formation, et qui va être une formation pour les adapter, comme son nom l'indique, à l'emploi d'assistant médical. C'est une formation qui est entièrement en distanciel. Au niveau du financement, ça ne change pas grand-chose puisque ce sont les mêmes financements qui sont possibles par l'OFCOEP pour la formation, puis après les engagements ou pas de la CPAM. Pareil, l'assurance maladie peut vous inclure là-dessus. En revanche, la FAE, par contre, ne débouche pas sur un diplôme, sur une certification, comme le CQP. Là, c'est une validation de formation qui dure 112 heures. À la fin de cette formation, l'assistant médical, maintenant du coup reconnu,
a une attestation qui stipule qu'il a bien suivi la FAE et donc qu'il est officiellement, vous vous rappelez dans le délai des 3 ans, qu'il est officiellement formé et donc il peut, voilà, il peut légitimiser son positionnement. Et je rajoute que le fait de faire le bloc 2 et d'avoir ce certificat de réalisation des heures donc du bloc 2 vous permet, si toutefois, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, peu importe, hein, vous avez un objectif d'obtenir le CQP assistant médical, donc le diplôme, ce bloc 2 donc reste valide, vous n'aurez pas à le repasser, vous n'aurez plus qu'à repasser le bloc 1, 3 et 4. Merci pour la précision. Voilà. Et je passe la parole à Nathalie. C'est à toi. Alors, oui, on va passer au format de formation, au matériel et puis les locaux et la sélection et le positionnement des futurs candidats. Alors, plusieurs formats, on l'a plus ou moins évoqué hein, pendant tout le webinaire, hein, enfin au début. Une grande partie en présentiel, hein, bien entendu, quand on souhaite faire le CQP, enfin, donc s'inscrire au CQP intégralement. Une partie en classe virtuelle, parce qu'on a des modules effectivement qui voilà, ne demandent pas forcément de pratique ou d'être en tout cas en présentiel. Du e-learning aussi également, donc vous êtes en totale autonomie, mais avec un suivi avec donc Mathieu, entre autres, qui vous suit au quotidien dans le déroulement de votre e-learning. Et puis, bien entendu, de la pratique en cabinet médical. Donc tout ça, c'est réparti sur les 279 heures. 266 heures de cours, effectivement, hein, dont on vous a parlé tout à l'heure. Et après, donc, il y a des heures d'évaluation. Voilà. Sans oublier, bien entendu, le temps de tutorat au sein du cabinet médical réalisé par le médecin référent. Ouais, c'est ça. Pour aller un petit peu plus loin, voilà, sur l'aspect présentiel, on vous a parlé un peu des modalités de cours. Donc, les modalités de cours sont les plus vivantes possibles avec des ateliers, de la pratique, des activités de groupe, des exposés. Et tout ce qui est parti en distanciel, vous avez des modalités propres finalement au distanciel, mais vous avez des acquisitions de connaissances qui sont sur un autre volet pédagogique, tout aussi intéressantes, puisque finalement, au cours d'un e-learning, à savoir un apprentissage en autonomie sur des capsules vidéo notamment, l'apprenant est autonome toute la journée, mais à la fin de la journée, de 15h à 17h, le responsable pédagogique les suit du coup en tant que voilà, on permet finalement de recueillir les feedbacks, de centraliser le savoir. Et donc, c'est un apprentissage par accumulation et finalement aussi par résumé et un travail notamment de groupe. Alors, nos locaux, alors nous sommes, enfin, nos sites hein, différents, nous dispensons cette formation sur Brest, Rennes, Vannes, Rouen, Caen et Lille. Voilà, ce sont des locaux où nous avons fait en sorte que vous vous sentiez chez vous, vous avez tout à disposition, ils sont tous équipés pour vous accueillir, pour pouvoir vous restaurer, avec des places de parking évidemment hein, gratuites. Voilà, toutes nos salles nous permettent d'avoir un déroulement de formation, de cours et puis une mise en situation bien entendu. Alors, la sélection des candidats. Vous avez la possibilité de télécharger le dossier de candidature ou nous envoyer un mail si vous le souhaitez pour avoir des informations complémentaires. Dossier de candidature qui sera où on vous demande donc de nous fournir le maximum de documents et d'informations, donc qui va nous permettre après d'étudier votre dossier et de vous proposer un temps d'échange. C'est pas un entretien parce que l'entretien vous l'avez déjà passé quand vous avez été embauché. C'est plus un temps d'échange individuel pour mieux vous connaître hein, plutôt que sur un dossier papier. Et puis vous expliquer aussi tout le déroulé de la formation, le suivi, connaître aussi voilà, vos expériences professionnelles, votre projet, hein, comprendre votre projet. Et puis, donc voilà, ça dure une petite trentaine de minutes. En général, ces entretiens se font toujours en distanciel, donc en visio. Une fois le rendez-vous passé, et si tout est conforme, hein, bien entendu que vous êtes en poste, hein, on vous envoie un bulletin d'inscription, donc vous passez d'étape de candidat à inscrit, donc qui valide vraiment votre inscription donc, pour la formation. Ces documents, bien entendu, sont conjointement signés avec votre employeur.
Une fois l'inscription reçue ou toutes les informations donc, qui concernent le cabinet médical sont indiquées, nous allons pouvoir rédiger la convention, vous l'envoyer pour signature et si vous le souhaitez, nous vous proposons depuis cette année de déposer pour vous votre demande de financement auprès de votre OPCO. Alors, tout à l'heure, on a beaucoup insisté sur le l'OPCO-EP, ce qui représente effectivement à peu près 90% des financements, mais il peut y en avoir d'autres. Alors, oublions tout de suite le CPF, hein. Ça ne peut pas, parce que c'est effectivement une formation qui est dispensée uniquement si vous êtes salarié du cabinet médical. Mais il peut y avoir aussi d'autres structures. Je pense notamment à des dispositifs avec uniformation, d'autres avec des mairies aussi, voilà, qui ont un centre médical. Donc voilà. Mais la majorité, effectivement, à 90%, c'est le PEP. Donc on a la possibilité de déposer pour vous, en tout cas pour les employeurs, le dossier de financement sur l'espace, le portail OPCO-EP. Et puis ensuite, ben voilà, vous avez l'entrée en formation, hein, donc suivant la date, enfin le lieu que vous avez choisi. Hein. Alors je précise aussi, peut-être que ce sera dit plus tard, mais vous devez être inscrit dans le centre le plus proche de votre domicile, hein, de votre travail, de façon à ce que chaque stagiaire et une aide pour les frais kilométriques et les frais de repas versés par uniquement l'OPCO-EP. Pour les autres OPCO, à voir avec votre employeur directement. Donc, Amélie, tu as des questions peut-être sur ces deux slides qui viennent de passer? Oui, j'ai des questions. Alors, des personnes veulent savoir si on peut faire la formation en 100% distanciel. À moins d'être éligible à la FAE, infirmier de soignants auxiliaires puériculture, là oui. Mais si ce n'est pas le cas, non. Il n'y a pas de possibilité en 100% distanciel. Tu vas me contredire, mais il y a de la pratique quand même pour une personne qui n'est pas issue du milieu médical, comme on l'a dit tout à l'heure, ou secrétaire médical. Une prise de constante, la première prise de constante en distanciel, c'est un peu dur. Ça peut être compliqué. Effectivement, notre choix était vraiment d'aller sur l'expérimentation aussi par le groupe. Et donc, ça se passe aussi sur certaines modalités, forcément en présentiel. Merci. Une question justement sur la FAE, de savoir si les sages-femmes peuvent accéder à la formation en FAE. Actuellement, non, dans le sens où la FAE, pardon, le métier de sage-femme n'est pas actuellement indiqué par la CPNEFP, donc par les conditions de formation. Après, ceci étant dit, je vous invite quand même finalement à en tout cas à prendre contact avec votre délégué d'assurance maladie si vous avez cette question qui se pose, ou en tout cas même peut-être prendre connaissance avec l'OPCO-EP, puisque effectivement de facto vous avez un diplôme supérieur et un niveau 4 tout simplement, donc vous pourriez quand même faire cette formation. Après, la question étant que vous êtes sage-femme, si vous n'êtes pas reconnu en tant que professionnel justement et éligible à la FAE, je pense que du coup il peut quand même y avoir la formation du CQP sur les 6 à 8 mois, puisque vous avez finalement un niveau bac et un niveau 4 équivalent. Oui, tout à fait. Donc, voilà, vous pourriez aussi quand même finalement faire cette formation entière. Mais pas uniquement la FAE. La FAE n'est pas. Voilà, les critères, c'est vraiment ou être soignante, ou être-soignant, ou infirmier, ou auxiliaire de paix. D'accord. On me pose également la question de la baisse du volume de formation. Est-ce que de ce fait, on est moins formé? C'est une question qui est très pertinente. Pour le coup, non, vous n'êtes pas moins formé. Pourquoi? Parce que les modalités pédagogiques ont été revues en équipe. Par contre, on a pris justement un grand soin à ce que la qualité et la quantité, finalement, qualité-quantité d'enseignement, donc c'est ce qui est sous-entendu par cette question, soit la même, soit optimale. Donc effectivement, voilà, il y a des temps qui ont été revus. Et comme l'évolution finalement de toute chose fait que des fois on sélectionne des choses vues d'un certain point de vue, nous avons pris le parti de l'avoir d'une autre manière ou de finalement inclure ce module-là dans un autre. Donc finalement, en moins d'heures, nous avons quand même réussi à conserver l'ensemble qui est pertinent pour le métier et l'ensemble qui est vraiment utile, et en tout cas dans la rétention, pour coller finalement aux nouvelles demandes du certificateur.
Très bien. Des questions également sur le rôle de l'employeur dans le cadre de la formation. Est-ce que lui participe à une partie de la formation? Comment est-ce qu'il contribue au déroulement de la formation de l'assistant médical? Le tuteur, voilà, exactement. L'employeur est en fait aussi tuteur. Alors, quand vous êtes dans un groupement de cabinets médicaux, vous pouvez avoir plusieurs employeurs. En tout cas, ici, en formation assistant médical, vous devez avoir une personne qui est désignée comme tuteur. Comme son nom l'indique, c'est la personne qui va vous accompagner sur les 6-8 mois, sur votre acquisition de connaissances au cabinet et sur la mise en application des connaissances théorico-pratiques du jeudi-vendredi dans le cabinet. Ça, c'est l'aspect tuteur. Le tuteur est aussi impliqué dans plusieurs choses. Dans certains modules, par exemple le logiciel médical, il y a des temps dédiés pédagogiques justement où ça va se passer au cabinet. Et donc le tuteur et l'apprenant assistant médicaux vont devoir discuter, vont devoir échanger sur qu'est-ce qui se fait dans ton cabinet, qu'est-ce qui se fait derrière mon bureau, est-ce qu'on peut potentialiser certaines choses, est-ce qu'on peut changer certaines choses. Moi, avec ma nouvelle formation, je peux faire ça et je peux t'aider à faire ça. Et bien, voilà. Et donc, en fait, il y a des moments où le tuteur est vraiment accompagnant et doit vraiment accompagner là-dessus. Et au-delà, bien évidemment, là, vous voyez, c'est l'aspect où on précipite un petit peu justement ces accompagnements. Mais au-delà de ça, ça doit être de façon récurrente via ce qu'on appelle le livret stagiaire, qui est en fait finalement une sorte de portfolio qui va permettre à l'apprenant d'être évalué, les certifiés. Il y a des grilles de notation qui sont réalisées par l'apprenant, c'est des sortes d'auto-évaluation, mais vous avez le pendant tuteur, où le tuteur doit à un certain moment dire « Ok, je valide la bonne prise de constante, ok, je valide une bonne explication d'une campagne de dépistage, par exemple, sur l'exemple très concret, mais le tuteur doit au quotidien, en fait, finalement savoir et valider aussi l'apprentissage. Le certificateur, si on prend un peu de recul, il est le validant de la formation, mais en fait, le tuteur, le CHEM et finalement le certificateur sont toutes les personnes qui font grandir dans la formation. Et n'oublions pas que souvent, ce sont des créations de postes d'assistante médicale dans le cabinet et donc l'importance de l'accompagnement du médecin, donc tuteur, est vraiment importante. Voilà. Très bien, merci. J'ai encore d'autres questions. J'ai vraiment beaucoup de questions. Un employeur qui réfléchit à recruter un assistant médical demande si on peut passer par un groupement d'employeurs. Oui, oui, tout à fait. C'est pas interdit. C'est arrivé et ça arrive encore. Donc oui, vous pouvez tout à fait passer par un groupement d'employeurs. Après, on n'a pas de contact direct avec les groupements d'employeurs, mais voilà, je pense que qu'ils Pour ça, vous avez dans l'article pour lequel vous avez le lien en début de présentation, l'article de la CPAM qui recense tous les groupements d'employeurs. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux et surtout à prendre connaissance de cet article. J'ai des questions sur aussi la rémunération des assistants médicaux. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? C'est en cours, hein, la formation, elle est vraiment, le métier est vraiment très jeune. Je pense que les partenaires actuellement sont en train de recenser justement les salaires horaires de chaque assistant médical en poste, certifié, en cours, voilà. Et de ce fait, nous de notre côté, on a une obligation de faire des audits, voilà, tous les 6 mois, 12 mois après votre formation, et à 18 mois, je crois que c'est ça. Oui, 24 mois. 24 mois, pardon, pour connaître votre évolution au niveau salarial. C'est ce qui va et ce que l'on fait remonter donc au certificateur, qui va lui permettre, en fait, qui vont permettre aux partenaires sociaux donc de la branche des cabinets médicaux d'établir une grille salariale, voilà, fixe. Maintenant, après, c'est parfois long, hein, mais on n'a pas de taux horaire non, on n'a pas de officiel de type à donner.
On n'a pas de taux médian ou de rémunération médiane parce que ça appartient vraiment à chaque cabinet médical et paramédical. Donc ça, ce sont en fait c'est une question qui est très juste, mais à laquelle malheureusement on ne peut pas répondre, puisque vous pouvez avoir dans une ville, dans telle spécialité, un salaire, et dans l'autre, pour des fonctions qui seront complètement différentes, parce que peut-être pas la même spécialité, encore un autre modèle financier. Et puis l'ancienneté dans l'entreprise, et puis le cursus de la personne. Voilà. Donc c'est vraiment ça rentre. Très bien. Salarié. J'ai également une question sur le rythme de la formation. Est-ce que la formation s'arrête pendant les périodes de vacances? Notamment la formation en effet qui s'ouvre à Lille le 17 mai prochain, est-ce qu'elle a lieu pendant l'été? Non, du tout. Alors, quel que soit le début de la formation, hein, que ce soit en cours d'année, en septembre, en janvier, en février ou peu importe, il n'y a jamais cours pendant l'été, donc juillet-août, hein, il n'y a pas cours, et il n'y a jamais cours la deuxième semaine des petites vacances scolaires. Sur les 15 jours, la première semaine, il y a cours, la deuxième semaine, il n'y a pas cours. Donc, vous êtes censé soit être en vacances, soit être en cabinet médical. Pour précision, pour l'été, nous, la fin des cours est actée, en tout cas pour cette année 2024, elle est actée au 12 juillet. Voilà. Et la reprise se fait la semaine après la rentrée scolaire de septembre. Voilà, histoire de laisser aux potentiels papa-maman de réaliser la rentrée avec leurs enfants. Très bien. Également des questions de personnes qui sont en recherche de poste. Peut-on s'inscrire à la formation avant de trouver un poste, et aussi peut-on démarcher des cabinets autres que les cabinets de généralistes? Oui, complètement. Vous pouvez tout à fait envoyer votre dossier de candidature. Alors, bien entendu, même si vous n'êtes pas en poste, mais vous serez reçu, vous nous tenez au courant, ça arrive très souvent. Les futurs candidats donc, nous tiennent au courant de l'évolution de leur recherche. Ne vous arrêtez pas au cabinet de généralistes, hein, on l'a dit dans nos premières slides, effectivement, il peut y avoir des cabinets de spécialistes, hein, cardio, gynéco, dermato, ORL aussi, ophtalmo. Donc, vous pouvez vraiment élargir vos recherches. Maisons de santé, cliniques privées, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, les cliniques qui hébergent donc des pôles de professionnels de santé. Les maisons de santé pluriprofessionnelles aussi, hein, on en a beaucoup. Vous avez aussi les mairies qui, je l'ai dit aussi, qui donc ouvrent des maisons de santé, hein, de plus en plus. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à les solliciter. C'est un travail de fourmi. Il n'existe pas d'adresse mail ou de numéro de téléphone direct du médecin, mais voilà, je pense que l'idée, c'est de rayonner autour de 20-30 km autour de votre domicile. Et puis de déposer votre lettre de motivation et votre CV. Parlez beaucoup autour de vous, n'hésitez pas à solliciter votre pharmacien par exemple ou votre médecin, hein, il peut avoir des contacts. Hein. Voilà, je pense que le bouche à oreille fonctionne aussi également. Très bien, c'est tout pour moi. Merci. Alors, les dates et lieux, voilà, ce slide va vous donc montrer les lieux de nos formations, les dates aussi d'ouverture. Voilà, je vous invite à aller sur notre site internet et puis de repérer effectivement le lieu qui vous intéresse le plus. À noter, dans les échéances les plus proches, vendredi 1er mars, donc dans 2-3 semaines, nous avons le lancement de la FAE, donc la formation d'adaptation à l'emploi, à viser des infirmiers et aides-soignants auxiliaires en reconversion et entièrement en distanciel. Donc voilà, si cette formation, vous avez les prérequis pour pouvoir la réaliser et que vous souhaitez vous lancer, n'hésitez surtout pas à prendre rapidement contact avec nous, l'échéance étant assez proche. Oui, et sachant que je crois qu'il ne reste que 2 places. Notamment pour d'autres sessions, celle de Vannes, je ne vous cache pas qu'elle est presque pleine aujourd'hui. Il doit me rester 4 places et ce n'est qu'au mois de septembre. Voilà. Alors, les modalités de financement, donc dans la majorité des cas, c'est dans le cadre du plan de développement des compétences.
Concrètement, c'est je suis employeur et j'inscris ma salariée à une formation pour qu'elle développe ses compétences et obtenir après un CQP. Donc c'est une convention qui est signée par l'employeur et puis le centre de formation. Prise en charge intégrale des frais pédagogiques de l'OPCO-EP. D'accord. À partir du moment, et là j'insiste énormément, à partir du moment où l'employeur, là je parle du cabinet médical qui est vraiment dans la convention collective des cabinets libéraux. Il faut impérativement que vous soyez inscrit donc sur l'espace, le site OPCO-EP, que vous ayez ouvert votre portail et que vous ayez payé votre cotisation conventionnelle sur la masse salariale N-1. Je m'explique très très rapidement. Vous avez, nationalement, il y a une cotisation qui s'appelle, sur la formation, cotisation légale, sur la formation continue, l'apprentissage, voilà, et j'en passe, qui, elle, se fait automatiquement tous les mois de février par le biais de votre comptable qui déclare ça sur le bordereau URSSAF. Voilà, ça c'est une chose, elle est faite automatiquement. Parallèlement, vous avez ce que l'on appelle la cotisation conventionnelle. C'est pas uniquement que pour les cabinets médicaux, c'est valable aussi pour les fleuristes, les cabinets informatiques, les cabinets d'avocats, voilà, toutes les professions représentées donc en France. Cette cotisation conventionnelle est à payer dès maintenant, puisque le portail, en tout cas pour le COEP, est ouvert depuis le 22 janvier et vous avez jusqu'à fin février pour payer cette cotisation. Cette somme, parfois, n'est pas très élevée, c'est en fonction de votre masse salariale. C'est vraiment important que vous puissiez faire cette cotisation qui reste obligatoire pour vous permettre d'avoir le financement de des formations que vous souhaitez faire donc par le biais de l'OPCO-EP. Et puis, une aide financière sur les frais annexes sous condition, donc notamment pour les salariés, il y a une aide forfaitaire pour les frais de repas et les frais kilométriques. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'OPCO-EP qui va vous redonner tous les critères de financement et d'aide annexe. Et pour les autres financeurs, ça peut être l'uniformation ou même les mairies, là, pour le coup, se rapprocher de votre employeur ou pour les employeurs de se rapprocher pour se faire les comptables. Alors, on vous parle un petit peu de la formation continue dont on avait glissé quelques mots en tout début de formation. La formation continue, donc une fois que vous avez votre CQP d'assistant médical ou votre FAE, formation d'adaptation à l'emploi, au CHEM, nous sommes en train d'élaborer actuellement des programmes de formation continue. L'objectif étant tout simplement de les proposer courant de cette année. À ce jour, nous avons 5 programmes qui sont en élaboration, à savoir l'assistante médicale en dermatologie, en pédiatrie, en gynécologie, en gérontologie. Et nous avons également une formation sur les urgences en cabinet médical qui est en cours de réalisation actuellement. Alors, l'objectif de ces formations qui sont indépendantes entre elles, c'est réellement d'approfondir les connaissances de l'assistante médicale dans ces cabinets spécialisés ou alors dans la réalisation d'actes spécifiques en cabinet généraliste. Les intervenants de ces formations seront des experts médicaux ou paramédicaux, ou en tout cas des domaines qui sont tout simplement prépondérants. Finalement, l'objectif étant d'aller encore plus loin que le CQP ou la FAE dans le rôle très spécifique de ces spécialités, tout simplement. Et donc, c'est uniquement pour les personnes qui sont certifiées CQP ou FAE. Voilà. Voilà, nous sommes sur la formation continue, donc vous devez avoir une formation initiale, CQP ou FAE. Alors, ouais. Donc, nous vous accompagnons, que ce soit aussi bien les professionnels de santé que les salariés futurs stagiaires, en amont et tout au long de la contractualisation de votre dossier de financement. On vous aide dans votre démarche et puis dans sa rédaction. On assure un suivi auprès de l'OPCO-EP afin que l'accord de prise en charge soit validé le plus rapidement possible. Donc, voilà, c'est plus ou moins bien rodé actuellement. On travaille très conjointement et avec proximité donc avec l'OPCO-EP justement avec les financeurs pour que tout se passe dans de meilleures conditions, de bonnes conditions. Et puis des mises en relation pour faciliter vos recrutements, vos recherches d'employeurs
Alors, c'est pas systématique, évidemment. On a peu de demandes d'employeurs parce que souvent les employeurs font leur recherche à part. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour des personnes qui nous envoient leur dossier de candidature, qui sont en recherche de poste, parfois, si on a une demande, on peut tout à fait leur voilà, envoyer un CV ou deux parce que voilà, l'aspect géographique est conforme. On ne peut pas vous envoyer évidemment 50 ou 100 km de travail. Voilà. Et puis, on vous accompagne évidemment, on accompagne le médecin dans son rôle de tuteur tout au long de la formation. Un peu d'actualité. Un peu d'actualité. Alors, tout le temps, je vous laisse découvrir hein, les ouvertures depuis janvier. Donc, nous sommes à notre 3e ouverture. La prochaine, donc on a fait Brest, Rennes, Lille. Des remises de diplôme aussi. Alors ça, chaque fin de formation, hein, forcément. Hein, c'est toujours un bon moment à partager et puis surtout à revoir nos stagiaires. Les employeurs sont les bienvenus. Hein. On a parfois des médecins tuteurs qui viennent à la remise des diplômes. Et puis, la CPM de l'Artois à Lille, qui donc s'est déplacée, qui nous a fait le plaisir de se déplacer le 26 janvier pour voilà, échanger avec nos stagiaires. Et vous retrouvez du coup aussi sur le bandeau de droite les coordonnées de Nathalie et donc de Sylvie qui s'occupent de la région Normandie-Hauts-de-France pour tout simplement déjà entamer ce chemin comme on l'avait bien indiqué sur le dessin tout à l'heure, ce chemin pour pouvoir finalement intégrer cette formation. Donc n'hésitez pas à prendre les numéros de téléphone et les adresses mail et puis nous contacter. L'adresse mail, hein, parce qu'il n'y en a qu'une pour deux, c'est très bien parce que comme ça, si une voilà, est en déplacement ou autre ou sur un autre travail, donc les deux, on peut vous répondre. Est-ce que tu as des questions, Oui. Amélie? J'ai encore quelques questions. On me questionne sur Amiens. Donc, en effet, vous n'avez pas vu la vignette Amiens, mais le projet est de faire une session Arras-Amiens à l'automne. Donc, on attend pour ça des précisions. Donc, n'hésitez pas à venir à nous si vous êtes intéressé par cette destination de formation. Pour le moment, on n'a pas eu suffisamment de postulants pour ouvrir la session, mais si vous venez tous à nous, on pourra à ce moment-là confirmer cette destination de formation. Également, j'ai des questions sur l'OPCO-EP. Comment fait-on quand on est employeur pour savoir si on a suffisamment ou bien cotisé pour pouvoir accéder au financement de la formation? Il y a eu des échos sur des soucis de financement il y a quelque temps, mais qui sont depuis régularisés. Oui, en fait, alors j'en parlais là tout à l'heure de cette cotisation conventionnelle de branche qui est vraiment importante. Et c'est vrai que l'année dernière, voilà, certains cabinets médicaux avaient peut-être oublié de payer cette cotisation. La formation, la cotisation sur le légal, formation légale était payée, ça n'y a pas de souci, mais la conventionnelle est vraiment très, très importante. Ce n'est pas une question de montant de versement. Il faut que vous ayez payé cette cotisation. Moi, je vois passer des cotisations quand certains employeurs nous envoient leur bordereau. Ça peut être 7 euros, 15 euros. C'est vraiment suivant la masse salariale. Il faut vraiment que pour l'OPCO, vous soyez non seulement adhérent, mais en plus que vous ayez déclaré ces montants, vous ayez payé cette cotisation. C'est très simple, vous vous rendez sur le site de l'OPCO-EP, opcoep.fr, voilà, payez mes cotisations et de là, vous vous laissez conduire sur ce que vous demande le site, hein, de remplir les informations. Vous avez ce bordereau à remplir et à la fin, on vous demande tout simplement soit de payer par virement, soit par carte bleue. Et sur le bordereau, vous verrez en bas, c'est indiqué payer ce jour par virement ou par carte bleue. Que ce soit 7 euros, que ce soit 500 euros, que ce soit 15 euros, peu importe. Vous êtes adhérent et cotisant OPCO-EP. Ça suffit pour ouvrir vos droits pour financer la formation de votre salarié. Très bien. Mais écoutez, je pense que je suis allée au bout des questions.
posées par nos auditeurs. Alors, oui, de toute manière, enfin, là, on arrive à la fin de ce webinaire. Vous allez retrouver voilà, le webinaire sur notre site internet. Ouais. On espère que on a pu répondre à l'ensemble d'une grande partie de vos questions, soit dans le déroulé et puis en y répondant quand Amélie nous a sollicité. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous les adresser via le chat. On va les collecter et on y répondra avec plaisir. Vous retrouvez ici sur cette slide et sur le diaporama nos coordonnées. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nous sommes vraiment à votre disposition. Et également, Nathalie en parlait, vous avez notre site internet, donc www.devenirassistantemedicale.fr, sur lequel en fait vous aurez toutes les informations, les dates, le dossier de candidature, le fameux à télécharger. Voilà, c'est ça. En remplissant vos coordonnées, hein, vous verrez, il y a des coordonnées et de suite, une fois que vous avez validé, je candidate ou voilà, pour avoir les informations, vous aurez le dossier de présentation et le dossier de candidature. Voilà, c'est ça. Il faut remplir ces coordonnées. En tout cas, nous vous remercions. Merci beaucoup pour votre attention et puis au plaisir de vous revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.